marchands, c'est une classe si inférieure que ça. Parce que eux, finalement, ils s'en sortent bien dans leur classe inférieure avec tout l'autre. Et donc, on a une évolution des mentalités qui va se faire pendant la période Edo et qui va faire que les gens seront quand même plus réceptifs aux influences occidentales. Et quand elles vont bientôt arriver. Le moment n'est pas encore, mais ça va venir. Voilà, je vous disais, cessation pratiquement totale des échanges avec l'Europe, interdiction pour les Japonais de se rendre à l'étranger, et même de construire des bateaux de haute mer. Un isolement pendant 200 ans quand même, hein, complet. Période de prospérité, mais aux conséquences plus ou moins lointaines et dramatiques. Par exemple, il faut dire aussi que la religion européenne a été persécutée sauvagement. Au début, on commençait à attraper les chrétiens et tous les Japonais furent mis en demeure de s'affilier à un temple bouddhiste. Voilà, donc, peur de l'étranger et pendant 200 ans, blocage. Vous connaissez la période Edo là maintenant, hein, fermeture des frontières. Et c'est en 1853 qu'on va voir arriver les bateaux du Commodore Perry, un Américain, dans la baie d'Edo. Voilà, vous voyez les palais, magnifiques palais résidentiels du XVIIe siècle de Kyoto. Excusez-moi. Oui. J'aurais une question. Oui. Je ne comprends plus rien parce que vous venez de dire qu'il y avait une évolution des mentalités et qu'ils étaient plus ouverts aux influences occidentales. Et après, Ça allait venir, je dis. Ah, ok. Ça va venir. Donc c'est pendant cette période que tout est fermé, mais quand même, la mentalité, ça ne vient pas d'un coup. Hein. Donc dans les villes là où il y a plein de population, où il y a l'argent, où il y a le commerce, ils vont être, en tout cas quand les étrangers vont venir, ils sont prêts. C'est ça que je veux dire. Tandis qu'avant, ça ne peut pas être possible. Quoi. Mais bon, on est à la fin de la période, hein, on est au milieu du 19e siècle quand ils arrivent, les étrangers, hein, de nouveau. Ça va? Ben oui, c'est toujours l'émergence, définition, propagation, évidemment. Hein. Le truc apparaît, puis tout ça ferme, et puis surélévation par rapport au sol, légèreté des matériaux, finissent pour donner l'impression de l'architecture aérienne, fenêtres ouvertes, le paysage semble pénétrer à l'intérieur de l'édifice, comme s'il s'agissait d'une simple tente qui abrite du soleil et de la pluie. La bordure de petits cailloux qui souligne la base sert à recueillir l'eau de pluie, forme un dessin raffiné dans sa combinaison avec la pelouse, la terre et les pierres. Le côté très cerné des choses, ça c'est quelque chose qui va vraiment influencer chez nous et les peintres et les architectes. Et ça rend un côté très net. Et Wright, je crois que j'ai mis quelques dias de Wright, les maisons dans la prairie, il va aller s'inspirer de cette architecture japonaise pour faire son art nouveau, lui. Voilà, les pavillons de jardin, avec une première salle ici, puis une deuxième salle, puis une chambre de thé, avec le foyer, et puis la partie de l'office. Et le tokodoma, ça. Pavillon de jardin du palais de Katsura à Kyoto. J'ai envie de dire, c'est intéressant aussi de voir le lien intérieur-extérieur. Toute l'Antiquité chez nous, par exemple, c'était l'extérieur qui comptait, les temples antiques, les pyramides, tout ce que vous voulez. Toute l'époque chrétienne et tout ça, c'est l'intérieur. Et au XXe siècle, on a lien intérieur-extérieur. Eh bien, ça démarre malgré tout avec l'influence de cette architecture japonaise sur nos architectes comme Frank Lloyd Wright. Liberté d'expression, un beau chat. Alors, un paravent décoré, des scènes de la vie quotidienne. Voilà, le fait d'avoir des scènes de la vie quotidienne déjà, on est au XVIIe siècle, c'est un nouveau genre, ça, dans la peinture, ce qu'on appelle la peinture de genre. C'est plus Bouddha, c'est plus, vous voyez, on arrive sur Terre. Hein. Divers personnages vont et viennent dans les allées, un voile de peint parsemé d'élégants pavillons. La peinture antérieure au XVIIe siècle utilisait les scènes de genre que pour servir de fond à la représentation d'un fait historique. Par la suite, ces scènes prendront une importance jusqu'à faire l'objet de nouvelles thématiques qui se distinguent par l'animation des personnages. Et il y a plein de petits personnages partout.
Voilà, vous voyez sur cette estampe ici, la rue Nobu. Pas de caractère transcendantal, sacré. Voilà, c'est une jolie petite madame qui. Voilà, elle sort d'une nouvelle classe sociale, la bourgeoisie, le commerce, je vous disais. Hein. D'accord? Ça se marque dans les œuvres d'art. Hein. Ou comme ici, voilà une gravure de nouveau. Vous voyez comme ces liens intérieurs-extérieurs sont puissants, on a du mal à percevoir la terre, on dirait qu'il est sur la terrasse. Un petit chat. XVIIe siècle. Voilà, inclinaison de la tête sur le côté, légère torsion du buste. Ce regard peut être considéré comme une invite ou un avertissement, mais dans les deux cas, c'est celui d'une femme qui connaît bien les recettes de la coquetterie. Séduction, bah oui, séduction, évidemment. Hiroshige. Là, vous voyez qu'on est à la fin de la période. Regardez, ça, c'est. Je ne peux pas m'empêcher de voir le tableau de Bruegel. Comment ça s'appelle encore? Je trouve ici à Bruxelles, c'est la même composition. Ah, qui a influencé qui, c'est vrai. Vous voyez des scènes plutôt de vie quotidienne. Voilà encore un château fort. La cérémonie du thé. La porte ici est si petite qu'il fallait la franchir à genoux. Symboliquement, elle représentait l'étape ultime d'une préparation spirituelle déjà accomplie durant le parcours du jardin, car la cérémonie avait été conçue pour effacer toutes les distinctions de caste pour communier dans un même idéal culturel. La fameuse Jules Théère, les palais secondaires dans les parcs, hein. Pavillon des hôtes. Alors, donc, je vous avais dit que sous le shogunat Tokugawa, il y avait une grande paix qui était bénéfique évidemment aux gens, mais pendant ce temps-là, les Japonais vont y perdre leur savoir-faire militaire. À tel point que lorsque les Occidentaux reviennent au XIXe siècle, et eux, ils sont dotés d'un armement moderne, les forces japonaises sont technologiquement incapables de résister aux forces occidentales. Ça va, ça, c'est clair, ça, hein? Alors, on arrive à l'époque qu'on appelle la Restauration, en 1868 jusqu'en 1912. Les bateaux étrangers commencent alors à remettre en cause l'isolement du Japon. Et en 1853, le commodore de la marine américaine, Matthews Perry, réussit à imposer aux Japonais des relations commerciales. Le shogunat Tokugawa prend fin peu après. Le féodalisme est aboli et le pouvoir passe aux mains de l'empereur. Voilà, ici, je vous ai mis une vue de l'arrivée de son commodore. Regardez son bateau à côté de leur barquette. C'est vrai qu'ils ont l'air beaux, hein? Donc la restauration Meiji, le gouvernement éclairé débute avec le règne de Mutsuhito. 4 des clans les plus importants lui restituent leurs terres, afin qu'une seule et même loi s'impose dans tout l'empire. Vous voyez ça, c'est dingue. C'est un peu comme si tous les... comment on appelle ça, les Français aux élections françaises? C'est comme s'ils donnaient tous leur voix à un seul, vous voyez? Sans problème, comme ça.
Donc, 4 des clans les plus importants lui restituent leur terre afin qu'une seule et même loi s'impose dans tout l'Empire. Le pays sera ainsi en mesure de se faire une place sur un pied d'égalité avec les autres nations. Ainsi s'exprime le patriotisme qui va animer les dirigeants japonais durant le demi-siècle suivant, un patriotisme largement répandu dans ce petit pays doté d'un haut niveau d'instruction. Le but est alors de rattraper l'Occident. C'est typiquement avec une détermination et une discipline sans faille que tout sera mis en œuvre pour y parvenir. Alors, tout sera mis en œuvre, le nouveau pouvoir japonais comprit rapidement qu'il fallait affronter l'Occident sur son propre terrain. Sous le mot d'ordre « un pays riche, une armée forte », l'occidentalisation et l'industrialisation vont être menées à un rythme effréné. En 5 ans, le Japon se dote d'une administration préfectorale, d'un service postal, d'une ligne de chemin de fer, ce à quoi il faut ajouter la tolérance religieuse, l'adoption du calendrier grégorien, la conscription militaire. Les samouraïs seront remplacés par une armée moderne, instruite par les Prussiens, et par une marine de guerre conseillée par les Britanniques. Une fois encore, c'est à l'excellence qu'aspire le Japon. Les jeunes gens sont envoyés à l'étranger pour y apprendre directement les secrets qui ont donné à l'Occident son étonnante et redoutable puissance. Là, je vous ai mis une photo prise par Nicéphore Niepce. C'est celui qui a inventé la photo. C'est mignon, non? Voilà, une scène de rue au Japon en 1880. Hop, hop, hop. Et puis je vous ai rajouté ici une usine de soie, voilà, une filature de soie. Et tout comme ça va être industrialisé de manière absolument étonnante. Et qu'est-ce qu'ils vont recruter? Des spécialistes français de la construction de la filature. Voilà. Partout où dans le monde quelque chose excelle, il y a une technique qu'ils n'ont pas, hop, ils vont aller chercher le spécialiste, quoi. Pour les bateaux, c'est les Anglais, pour les soldats, c'est les Allemands, pour la soie, c'est les Lyonnais, enfin. Voilà. Dans l'habitat japonais traditionnel, les pièces au sol tapissées de quoi? De tatami sont réservées au loisir, hautes et habitées si à soie, en tailleur ou à genoux. Toute posture peu compatible avec l'habillement occidental. C'est encore pour l'architecture militaire, je vous disais, les fossés avec la palissade, réception particulière, se groupe sous un même toit, bois et chaume pour les matériaux. Ici, on voit bien bois et chaume. Voilà les daimyo, je vous en ai parlé il y a bien longtemps déjà, mais vous voyez qu'on est ici vers 1870 et on est toujours en train de les représenter. Il a un casque en corne de serre, je vous en avais montré un autre. On va le voir ailleurs. Vous le voyez là avec le ressorde. Hein? Le château d'Osaka. Reconstruit en 1931. La villa, le palais impérial de Kyoto. Ça, c'est vraiment typique de l'architecture japonaise. Je vous ai déjà envoyé à gauche et à droite des... Bon, peinture, vous voyez, ça ressemble à quoi, ça? Bah oui, peinture chinoise. Ici, on est déjà au XVIIIe siècle avec des estampes. Vous voyez, qu'est-ce qu'elle fait là? Et celle-là, elle n'est pas belle, celle-là. Et ici, par exemple, je vous ai mis un petit point sur la médecine japonaise. Pardon. C'est pas la fin? Donc, ce sont nouveau les Coréens, n'en déplaise aux Japonais, qui ont fondé la médecine japonaise. Il y a deux types de médecins, les aristocrates, du
Mikado et des daimos et les médecins du peuple, évidemment, livrés à la générosité de leurs patients. C'est encore comme ça, hein, les maoïstes ont mis au point des équipes de médecins du peuple qui allaient partout. Hein. Au XVIIIe siècle arrivent des médecins hollandais qui substituent le calvinisme au catholicisme et qui créent des centres médicaux à Nagasaki et à Yedo. Donc voilà, on va avoir aussi le calvinisme qui va venir se substituer au catholicisme. Avec dès le XVIIIe siècle, on a de la médecine européenne. Voilà. Regardez-moi si c'est pas joli ça. Hein. Délicatesse. Alors, influence énorme chez nous à la fin du XIXe siècle. Ici, je vous ai mis un tableau de Gauguin avec à côté une estampe japonaise. Vous voyez bien que c'est pas apparenté. Hein. J'ai mis aussi un tableau de Van Gogh, le prunier en fleurs. Et donc, on voit très bien ici que la fascination exercée par le Japon va influencer notre culture, surtout à la fin du XIXe siècle. Voilà. Le fameux Hokusai, vous connaissez tous Hokusai, non? Non, oui, Hokusai. Qu'est-ce qu'il a fait de spécial, Hokusai? Un tableau connu. Mais oui, voilà, Hokusai. La vague. J'allais pas la montrer, hein. Ça n'allait pas, hein. Oh, elle était aussi, ça. Il y a encore cette exposition pour le moment, le cinquantenaire. Ah, il fallait la voir, hein. Femmes barbares. Ça sont bien aussi, les femmes barbares, vues par les... Donc pour se moquer, évidemment, hein. Civilisation bien étrange. Donc je vous disais que pendant les années 1840, les dirigeants japonais s'étaient alarmés de ce qui se passait en Chine. Donc vous avez mis la prise de Fujiu par les Français en 1800 en Chine. Et donc ils se sont dit, dans une pipe, les Occidentaux sont forts, hein, et voilà. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est l'originalité, je vous disais, des Japonais, c'est la rapidité avec laquelle ils se sont lancés dans un programme de transformation radicale. Au début du 19e siècle, on aurait pu penser que le Japon n'avait guère plus de capacité que la Chine à relever les défis de l'Occident. En fait, le pays était déjà en voie de modernisation. C'est là que tu me posais la question. Parce que, en dépit des contraintes de l'ère Tokugawa, la réussite économique avait conduit à une société diversifiée, dans laquelle la circulation de l'argent sapait les fondements du vieux système féodal et facilitait l'augmentation de la population urbaine. Dans les dernières années du shogunat, le port d'Osaka, le plus important des centres commerciaux de l'archipel, comptait entre 300 000 et 400 000 habitants. Et la capitale Edo atteignait le million. Celle-ci était devenue une métropole prospère avec ses quartiers de plaisir, où régnait une atmosphère créative et insouciante, favorable à l'épanouissement artistique. Et là, on voit ça sur plein de comment dire, comment ça s'appelle? Merci. Estampes. Et sur les peintures de rouleau aussi, d'ailleurs. Voilà, une peinture de l'époque Heian, avec une histoire littéraire, donc. Hein. Puis ils ont des scènes un peu comme les Fables de La Fontaine, avec des animaux qui se moquent. Ici, ils ont des rouleaux paysages plus vifs, plus vigoureux que les Chinois, qui étaient plus littéraires. Voilà. Alors, il y a les spectacles, évidemment. Voilà. Ça, c'est bien dans la tradition chinoise. Ben oui, les fameuses portes ici, assez incontournables aussi. C'est la religion shintoïste, évidemment, qui met ces portes-là pour accueillir les fidèles qui se rentrent dans l'île.
Puis là, on a une bouteille à saké du XVIIe siècle. Imprécision des formes à peine ébauchées. Ça augmente le contraste avec les lignes bien nettes. Voilà, ici par exemple, l'armure qu'ils ont encore en 1868. Donc je vous avais dit, les Japonais, avec la paix, ils avaient perdu leur savoir-faire militaire. À tel point que lorsque les Occidentaux revinrent au 19e dotés d'un armement moderne, les forces japonaises furent technologiquement incapables de leur résister. Voilà encore un samouraï. Voilà un paravent qui montre les samouraïs défendant ou attaquant les châteaux. Le voilà avec ses bois de serre. Hein? Donc ça remonte au XVIe siècle, ce genre d'armure, c'est toujours les mêmes. Donc je vous ai dit, avec des villes comme Osaka ou Edo, l'idée que les marchands sont une classe inférieure, ça ne marche plus. Donc on a une évolution des mentalités, voilà, vous voyez. Les gens vont se promener, les femmes, elles ont le loisir d'aller montrer leurs vêtements pour inventer des raisons. Ça peut aller pour être voir au printemps, c'est pour voir les arbres en fleurs, en automne, c'est pour voir les feuilles tomber. Toujours est-il qu'il y a toujours des occasions d'aller comme ça parader. Voilà un peintre, en 1868. Des musiciens de rue. Vous attendez? J'adore. Quand on plie le kimono, ça fait quoi? Une bête carrée de tissu qu'on jette sur un paravent. Vous voyez ça? La présentation de porte-kimono. Ancré gauche à droite. Ça serait pas c'est un joli thème, je trouve. Ça permet vraiment de...